13h partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans votre édition. Le président Alassane Ouattara, qui est en Afrique du Sud depuis quelques jours dans le cadre d'une visite d'État, s'est entretenu hier à Pretoria avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud et sur les questions internationales. Puis le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa ont pris part dans l'après-midi d'hier, vendredi, et toujours à Pretoria, au Forum des affaires Afrique du Sud, Côte d'Ivoire. Un forum qui a réuni de nombreux investisseurs des deux pays. Le compte-rendu de Viviane Aïma à suivre dans quelques 5 minutes. Le nombre de cas de variole du singe grimpe de plus en plus à travers le monde. L'OMS compte à ce jour 14 000 cas avec des pertes en vie humaine et le continent africain n'est pas épargné. Et qu'est-ce que la variole du singe? En fin de journal, vous saurez tout sur cette autre épidémie qui met elle aussi à rude épreuve l'intelligence de nos scientifiques. Le président Alassane Ouattara est depuis le 20 juillet en Afrique du Sud pour une visite d'État. Le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue Cyril Ramaphosa hier vendredi au matin à l'Union Buildings, le siège de la présidence à Pretoria, en présence de notre grand reporter Viviane Aïma, l'une de nos envoyés spéciaux sur place. Surplombant le reste de la ville de Pretoria, Union Buildings, le palais présidentiel sud-africain, qui abrite les bureaux du président et ses environs, étaient pavoisés des drapeaux sud-africains et ivoiriens. C'est une page d'histoire qui s'écrivait ce vendredi 22 juillet. Une première visite d'État d'un chef d'État ivoirien en Afrique du Sud, en 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'arrivée du président de la République Alassane Ouattara à l'Union Buildings et son accueil par son hôte, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, fut un grand moment. La solennité du cérémonial des honneurs militaires ajoutait à l'intensité de l'événement. À la fin du cérémonial, les deux chefs d'État se sont retirés pour un entretien en tête-à-tête, suivi d'un entretien élargi à leurs deux délégations. 6 accords de coopération ont été signés dans le cadre de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara en Afrique du Sud. Il s'agit d'un protocole d'accord entre l'École nationale de gouvernement d'Afrique du Sud et l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire. Également d'un protocole d'accord sur le transport, d'un protocole d'accord sur la culture, d'un protocole d'accord sur la coopération économique, d'un protocole d'accord sur la faune et la flore, enfin d'un protocole d'accord dans le domaine social et l'inclusion sociale. Les deux chefs d'État se sont félicités des avancées qu'ils ont apportées à la coopération entre leurs deux pays. 15 accords de coopération signés en l'espace de 8 mois. Si ces accords de coopération viennent faciliter les échanges entre les deux pays, le chef de l'État ivoirien a lancé un appel à l'investissement privé sud-africain dans plusieurs secteurs de l'économie ivoirienne. Je voudrais vous exprimer mes très vifs remerciements pour votre aimable invitation ainsi que pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé. Je voudrais aussi, Monsieur le Président, vous réitérer mes remerciements pour la visite d'État que vous avez effectuée en Côte d'Ivoire les 2 et 3 décembre derniers avec une forte délégation d'officiels, d'hommes et de femmes d'affaires, mais également de la presse. 170 membres de la communauté des affaires vous avez accompagné à Abidjan et nous voyons déjà les résultats de ces échanges et de ces contacts, puisque, comme je le dirai un peu plus précisément, la transaction, les opérations commerciales entre votre pays et la Côte d'Ivoire ont augmenté de manière considérable.
Je voudrais maintenant dire qu'au niveau de la coopération bilatérale, nous avons eu un excellent entretien au cours duquel nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer davantage notre coopération bilatérale qui est déjà exemplaire. Nous avons décidé de promouvoir davantage les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, car ceci ne reflète pas, même à présent, le potentiel économique de nos deux pays. À cet égard, je me réjouis de la signature de 6 nouveaux accords de coopération par les membres de nos gouvernements et qui permettront au secteur privé et public ivoirien et sud-africain de coopérer étroitement dans le cadre de partenariats mutuellement bénéfiques. Et je suis heureux de vous dire que pour les 9 accords qui ont été signés en Côte d'Ivoire, ont déjà été ratifiés par le Parlement et donc sont dorénavant en vigueur. Nous sommes convenus, Monsieur le Président, de faciliter l'implantation de sociétés ivoiriennes en Afrique du Sud et de sociétés sud-africaines en Côte d'Ivoire, afin d'intensifier la collaboration dans le domaine de la défense, de la lutte contre le terrorisme et de la transformation des matières premières, cacao et café, mais également dans le domaine culturel et artistique. La desserte de l'Afrique du Sud, de Johannesburg, je dois dire, par Air Côte d'Ivoire, va favoriser le renforcement des liens entre non seulement nos deux pays, mais entre nos deux peuples. Monsieur le Président, je voudrais donc exhorter les secteurs privés sud-africains et ivoiriens à intensifier leurs efforts en vue de créer de solides partenariats pour booster davantage nos échanges économiques et commerciaux. Hôte de l'Afrique du Sud, le président de la République Alassane Ouattara a été particulièrement honoré par le président Cyril Ramaphosa, qui l'a décoré dans l'ordre de l'Afrique du Sud, la plus haute distinction dans l'ordre national de ce pays. Et puis, je vous le disais en titre, et ce sera en bref et en image, les 2 chefs d'État ont pris part au forum économique qui a été organisé dans la même journée d'hier, forum qui a réuni plusieurs investisseurs ivoiriens et sud-africains et des membres des 2 gouvernements, puis de notre reporter également, Viviane Haïma qui nous proposera son reportage dès ce soir donc dans le 20h. En marge du forum, plusieurs panels sont organisés entre représentants des secteurs privés ivoiriens et sud-africains, notamment celui portant sur la coopération dans le secteur de l'automobile. Les premiers responsables de la SOTRA, de la CIFCA et du Conseil Palmier à Huile ont pu échanger avec d'autres chefs d'entreprises sud-africains. Selon la partie ivoirienne, les opportunités d'investissement sont bien réelles. On retrouve Michel Digré à Pretoria. Présenter les possibilités de coopération et d'investissement dans le secteur de l'automobile, mais surtout la chaîne de valeur de l'EVA en vue d'accélérer l'agenda d'industrialisation. Tels étaient les enjeux de ce panel. Et c'est le président du conseil EVA Palmier à Huile qui s'est le premier prêté à l'exercice. La Côte d'Ivoire produit 1 100 000 tonnes de caoutchouc naturel. Là, je parle du caoutchouc sec, ce que l'on appelle le caoutchouc granulé. Et ce caoutchouc intervient en majorité dans la fabrication des pneus. On a découvert ici donc qu'il y a une industrie des pneumatiques, qu'il y a une industrie automobile. Et nous avons invité nos partenaires sud-africains à venir en Côte d'Ivoire, à monter des entreprises ensemble avec les investisseurs ivoiriens pour transformer donc notre caoutchouc naturel en pneus. C'est la seule façon en réalité de produire des véhicules à coût abordable. À la suite des interventions du directeur général de la SOTRA et du président de la CIFCA, les représentants du secteur de l'automobile en Afrique du Sud ont perçu les enjeux de la coopération avec la Côte d'Ivoire. Ils sont émerveillés par ce qu'on fait. Premier producteur de caoutchouc,
Et on se rend compte que la Côte d'Ivoire, qui est pas très loin, je dirais, comparée à l'Asie de l'Afrique du Sud, ne vend pas son caoutchouc directement en Afrique du Sud, alors que l'Afrique du Sud produit à peu près 500 000 voitures par an. Donc pour eux, c'est vraiment une découverte et aussi une possibilité qu'on pourra avoir ensemble de pouvoir explorer l'ensemble des domaines de développement que nous pourrons faire ensemble. À l'ouverture de ce forum des affaires, les deux parties se sont engagés à faciliter la coopération économique entre les deux pays. Les relations diplomatiques que nous avions scellées doivent se transformer en un solide partenariat économique dont les bénéfices ne seront pas seulement engrangés par le monde des affaires, mais profiteront aussi aux citoyens de nos pays respectifs. Vous trouverez à travers la Chambre de commerce et d'industrie, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, les autres fêtières, la FPME, les partenaires qui sauront vous accompagner à travers des offres de services allant des démarches administratives aux services d'accompagnement et de conseil en passant par les formations économiques. En 2020, les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud s'élevaient à plus de 300 milliards de francs CFA. Ce forum d'affaires devrait booster ce chiffre après celui de 2021 qui a eu lieu à Abidjan. De Pretoria en rentrant en Côte d'Ivoire, c'est à Yamoussoukro qu'on atterrit, à Zambakro précisément. Zambakro qui abrite l'école de guerre de l'Académie des forces armées. Téné Birahima Ouattara, qui y était cette semaine, a remis les diplômes de 18 auditeurs représentant la 3e promotion de l'établissement. Kader Sogodogo, reportage. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro aux couleurs de l'armée. Le cours d'études supérieures de défense, CESD, communément appelé École de guerre, enregistre de nouveaux diplômés, 18 au total, issus de 12 pays. Un couronnement de 11 mois de formation à l'Académie des forces armées, AFA, de Zambakro. Au sein de cette école se traduit donc la réalité de l'intégration africaine au niveau des armées pour cultiver et développer des chefs militaires de demain qui connaissent leur place dans la chaîne de commandement de leurs pays respectifs, qui exercent leur leadership sur les zones qu'ils auront à commander et capables de maîtriser le fait militaire, la logique politique, diplomatique, économique, financière, industrielle, organisationnelle, qui concourent à l'élaboration de la politique de défense et la constitution de capacités militaires. Pour la remise des diplômes, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, la Côte d'Ivoire a fait un choix, celui de l'excellence à travers des hommes bien formés et au parfum des réalités nouvelles. Une armée avec une chaîne de commandement aguerrie. La formation d'une élite militaire capable d'exercer des responsabilités de haut niveau, avec une vision prospective pertinente, devient un impératif. La Côte d'Ivoire ne saurait rester en marge de cette dynamique qui donne à l'État, à travers la qualité de ses chefs militaires, les moyens humains, sans lesquels les moyens matériels seraient inefficaces. C'est fort de cela que mon prédécesseur, feu le Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, procéder à la création et à l'inauguration de notre école de guerre, dénommée Cours d'études supérieures de défense. Je voudrais rendre un hommage vivant à ce grand serviteur de l'État. Cette 3e promotion a à son sein des officiers auditeurs qui proviennent de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal, du Togo et du Niger. Moussa Sanogo était cette semaine dans les locaux des douanes ivoiriennes et de la Direction générale des impôts. Lors de ses visites, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a exhorté les régies financières à un plus grand sérieux dans la mobilisation des recettes pour le financement des besoins de l'État. On en sait plus avec Lanciné Bakayoko. Dans l'accomplissement de leur mission quotidienne de mobilisation des recettes de porte,
les douanes ivoiriennes se trouvent parfois confrontées à des difficultés de mobilité. Le gouvernement a donc décidé de doter la régie financière d'engins motorisés. Cette dotation composée de 105 véhicules vient accroître considérablement les capacités opérationnelles de l'administration des douanes. Grâce à cet important appui, notre administration pourra doter ses agents de moyens d'intervention leur permettant de lutter efficacement contre la fraude et la contrebande sous toutes ses formes et optimiser nos performances. Cette optimisation des performances par l'amélioration de la mobilité des agents devrait se conjuguer aussi avec la dématérialisation des opérations de dédouanement, le renforcement du dispositif de l'analyse du risque et du renseignement, l'accélération de la transformation numérique des douanes. C'est extrêmement important qu'on puisse travailler à faire en sorte qu'on améliore les opérations de surveillance interne pour pouvoir mobiliser davantage de ressources à ce niveau-là pour compenser les manques à gagner relevés au niveau des marchandises franchissant la frontière. Ce qui est attendu des douanes ivoiriennes pour l'exercice budgétaire en cours, c'est environ 2227 milliards de francs CFA. Quant à l'administration fiscale, sa contribution au budget de l'État a été fixée à 3300 milliards de francs CFA. Malheureusement, la direction des grandes entreprises, le plus gros réservoir de collecte situé au deuxième étage de la tour E, a été endommagée par un incendie. Moussa Sanogo y a effectué une visite des bureaux touchés et procédé à une évaluation des dégâts. Nous avons aujourd'hui une administration fiscale qui a beaucoup progressé, en particulier en matière de digitalisation et en matière de systèmes de réplication, aussi bien à Abidjan que hors d'Abidjan, qui font qu'à tout moment, on est capable donc de récupérer des informations. Même si le cœur de ce département névralgique n'a pas été touché, Moussa Sanogo annonce qu'un dispositif sécuritaire beaucoup plus robuste devrait voir le jour. On en vient maintenant à cet atelier de validation des différentes stratégies pour la mise en place des outils d'éducation financière. Cela dans le cadre de la mise en œuvre du PNEF, le Programme national d'éducation financière. Atelier organisé cette semaine au plateau à l'initiative de l'Agence de promotion de l'inclusion financière et l'ONG People Power Inclusion. Espérance Diakale et Jean-Louis Gbangbo pour les précisions. Une intégration stratégique au groupe Initié dans le cadre de l'exécution du Programme national d'éducation financière, cet atelier est le lieu de présenter les résultats issus d'une collecte de données réalisée de février à mai 2022 et de recueillir les contributions des parties prenantes en matière d'éducation financière. Il s'agit également de renforcer les capacités financières des populations, de réduire leur vulnérabilité et d'optimiser la gestion de leurs ressources en contribuant à instaurer des pratiques financières responsables. Nous avons effectué une collecte de données dans les 14 districts de la Côte d'Ivoire sur les différentes cibles, que ce soit les salariés, les jeunes, les planteurs aussi. Donc nous avons recueilli un ensemble d'informations sur les différentes thématiques. Et aujourd'hui, nous sommes là pour partager avec l'ensemble des parties prenantes les travaux effectivement de nos collègues sur le terrain. Ça nous permettra effectivement de valider avec les différentes parties prenantes. Et dans un second temps, donc, nous allons travailler effectivement sur le contenu des modules et les canaux de diffusion. L'une des causes de l'insuffisance de l'accès aux services financiers reste le faible niveau d'éducation financière des populations. L'élaboration des modules d'éducation financière représente ainsi une action prioritaire du ministère de l'économie et des finances au titre de l'année 2022. À terme, nos populations devraient être capables de prendre des décisions éclairées et raisonnées pour non seulement intégrer les systèmes financiers formels, mais aussi pour gérer au mieux leurs finances. Le Programme national d'éducation financière, adopté par le gouvernement le 26 février 2020, vise à assurer la protection des consommateurs des produits et services financiers. À présent, cette question, quel comportement avoir en matière de gestion des déchets? L'ANAGED est sur le terrain depuis un certain temps justement pour sensibiliser les populations à ces bons comportements. Et la campagne s'étend à toutes les communes du district d'Abidjan, comme nous le dit Michel Mambo. Michel Mambo qui, avec son équipe, a pu suivre l'étape d'Abobo au nord d'Abidjan. Abobo, carrefour Samonké.
Animation particulière. L'ANAGED a investi les lieux pour une sensibilisation de masse. L'Agence nationale de gestion des déchets exhorte les populations aux bons gestes en matière de gestion des déchets. Ces bons gestes sont donc le bon conditionnement des déchets dans des sacs poubelles, éviter de déverser les déchets dans la rue et surtout de respecter les horaires de passage des camions. Voilà, donc l'ANAGED est là en tant qu'autorité de régulation pour demander aux populations de s'impliquer dans la gestion de leurs déchets. Et pour une plus large diffusion, le message est livré en français, en bambara et en baouli. Si vous ramassez vos ordures, mettez-les dans les sacs poubelles et les camions de ramassage vont passer récupérer. Les ordures qui versent à terre salissent le coin. Donc maintenant, si vous faites les choses, mettez les ordures dans les sachets et attachez-les. Si vous les attachez, déposez-les par ici et quand le camion de ramassage va passer, vous allez les mettre dans le camion. Maintenant, je vais mettre la poubelle dans le sachet pour fermer, pour déposer, passer les mouches là. Ça va aller s'asseoir sur mon manger que je prépare. C'est pas joli à voir. Démarrée depuis le début de l'année 2022, cette campagne de sensibilisation permanente est menée en collaboration avec les opérateurs de collecte. L'essentiel des messages, c'est le bon conditionnement des déchets, la bonne présentation, le respect des lieux de dépôt des déchets. Même si on saute une journée de collecte, ça sera vite rattrapé et c'est pour cela qu'on compte sur l'usager pour qu'une fois le camion ne passe pas, c'est bien de garder ses déchets chez lui, bien conditionnés et plutôt les présenter lors des jours de passage. L'activité s'étend à toutes les communes du district d'Abidjan et les villes de l'intérieur ne sont pas en reste. L'ANAGED y multiplie les actions pour un changement de comportement des populations. Leur santé en dépend. Allons maintenant à Sikensi. On va prendre part à un planting d'arbres. C'est une ONG locale qui l'a initié avec plus de 250 plants d'essence forestière afin d'aider la forêt à jouer son rôle de protection contre la montée des eaux. L'organisation non gouvernementale bénéficie du soutien du ministère des Eaux et Forêts. Reportage Franck Quadio. Sikensi, un demi-hectare de terre à reboiser. Plus de 250 plants d'essence arboricoles à l'initiative d'une ONG locale. C'est que Sikensi est fortement bordé de cours d'eau et manque d'arbres, ce qui n'est pas sans conséquence en cette période pluvieuse. Nous avons initié cette cérémonie. Derrière nous, il y a la rivière d'Ambré, qui aujourd'hui, avec la démographie, a perdu de sa valeur. Nous voulons planter des arbres autour de cette rivière-là pour que la rivière vive. Au niveau de l'école primaire, avant, ici, il y avait des palmiers qui empêchaient les grands vents d'enlever la toiture de l'école. Depuis que les palmiers sont partis, chaque fois qu'il y a de grandes pluies, la toiture s'enlève. Nous avons dit bon de planter tout le long de l'école des bois pour pouvoir freiner les grands vents. Une initiative jugée louable et le ministère des Eaux et Forêts a choisi d'y apporter son soutien. De même, les autorités locales, dont la municipalité. Nous avons ici la forêt classée d'Irobo qui fait plusieurs hectares. Il y a une partie de cette forêt aussi qui a été touchée, donc je pense que nous avons un devoir de reconstitution. C'est ce que nous sommes en train de faire. Au nom du ministre Laurent Tchagba, le directeur de cabinet adjoint n'a pas manqué de lancer cet appel. Nous devons avoir à l'esprit que si planter un arbre est une action louable, l'entretien de cet arbre, pour qu'il croisse et joue son rôle écologique et économique et social, révèle d'un devoir civique, car la forêt est une ressource renouvelable. Le défi de sa préservation et sa restauration n'est donc pas hors de portée. Message reçu à Sikensi, cette ONG entend contribuer pour le reboisement du département de Sikensi et même au-delà. Reportage Franck Quadio et Célestin Frodo. On va maintenant s'intéresser à ce sujet qui fait en ce moment couler beaucoup d'encre et de salive. La polygynie, ce cas particulier de la polygamie dans lequel un homme peut avoir plusieurs épouses. La polygamie qui elle-même désigne un régime matrimonial où un individu est lié au même moment à plusieurs conjoints. En Côte d'Ivoire, une proposition de loi permettant aux hommes de prendre plusieurs épouses suscite donc en ce moment la controverse. D'aucuns pensent que c'est une tentative d'asservissement des femmes. D'autres, par contre, pensent que c'est une initiative destinée à mieux protéger leurs droits. C'est un sujet de Serge Pacom Didi
et Serge Collier. L'entente et l'harmonie entre deux coépouses. À Angré Kokoviko, dans la commune de Cocody, Aïcha la première et Nakariga véhiculent l'image d'une famille polygame sans histoire. Moi, quand il n'est pas chez moi, il est chez l'autre. Et il fait 3 jours ici, il fait 3 jours de l'autre côté. Mais on se rassemble souvent ici, elle et moi, on est complices. On se parle, on s'envoie des WhatsApp, des sketchs. Bon, il n'y a pas de souci. Elle et moi, on est des sœurs, sincèrement. Salam alaikum. Comment allez-vous? Le mari Mamadou Diawara, musulman, vit sa situation de polygame sans aucun complexe. Après 9 ans de vie commune avec Aïcha, il décide avec l'accord de celle-ci de prendre une deuxième femme. Chez nous, en islam, on n'a pas de problème avec cela. Avant d'épouser la première, je lui ai dit que dans l'avenir, si le besoin se présente, je ferai la polygamie. Aujourd'hui, ce besoin est comblé. Je suis tranquille, je suis à l'aise. Vous voyez l'exemple, je suis avec mes femmes. La première, je l'ai nommée la tomate. La deuxième, je l'ai nommée, comme on appelle, la carotte. Voilà, je suis fier de m'afficher avec eux. Je fais des vidéos, mais je poste sur Facebook pour dire que la polygamie est mieux qu'avoir plusieurs bureaux. Rendons-nous chez les cocoterets. Ici, le tableau se présente différemment. Alain vit maritalement avec son épouse depuis plus de 40 ans. Moi, mon père était monogame, c'est vrai. Mais j'ai eu des tuteurs qui étaient polygames, mais c'était l'enfer à la maison. Y compris pour les enfants, les épouses et moi-même qui étais la protégée. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas conseiller parce que ça détruit les familles. Nous sommes contre la polygamie parce que nous n'avons pas retenu de bons exemples et des expériences réussies à reproduire. Et donc, nous avons choisi un système social avec un homme et une femme. Ses petits-enfants autour de lui, l'homme n'a jamais envisagé une vie de polygame. En Côte d'Ivoire, depuis 1964, la loi sur le mariage consacre la monogamie. Mais ils sont nombreux, ces hommes qui assument leur statut de polygame, au vu et au su du législateur. Mieux, ces dernières semaines, la question de la légalisation de la polygamie a refait surface. À l'origine de ce débat, cet homme, député de Koumassi, devenu en l'espace de quelques jours le chef de file des défenseurs de la polygamie. J'ai déposé une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale le 30 juin 2022. C'est le 7 juillet, donc j'ai fait un point de presse pour informer l'opinion nationale. L'honorable Yacouba Sangaré est l'inspirateur d'une proposition de loi visant à faire adopter la polygamie optionnelle en Côte d'Ivoire. Depuis 1964, nous vivons dans un régime monogamique imposé. 58 ans après, à la pratique, nous comprenons que la loi sur la monogamie a été toujours violée et personne n'a été sanctionné. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la société est d'accord que la polygamie se pratique. Ça ne heurte pas les convictions culturelles de quelqu'un, et ni même spirituelles, ni morales. C'est quelque chose de vécu depuis toujours. Et donc, moi, j'ai voulu seulement que la loi s'adapte à la réalité sociale que nous observons. C'est pour ça que j'ai fait la proposition. Et là, j'ai parlé de polygamie optionnelle. On laisse au libre choix du citoyen de choisir son régime matrimonial comme on le ferait pour la communauté des biens ou la séparation des biens lorsqu'on va devant M. le maire pour se marier. Le projet aussitôt dévoilé déchaîne les passions. En première ligne, les organisations féminines. Ancienne ministre, fondatrice de l'Association ivoirienne pour la défense des droits des femmes, Yahi Constance reste fidèle à ses convictions. Ce qu'il y a à faire, c'est de proposer des lois pour le futur. Je veux dire, vous ne pouvez pas mettre des filles à l'école, les amener à l'université, leur donner autant de pouvoir qu'à leurs homologues masculins, leur dire, bon, à partir de maintenant, toi, tu t'occuperas de lui tailler les ongles, toi, tu lui tailleras les poils des oreilles et toi, tu lui couperas les cheveux. Je veux dire que ce n'est pas ça la conception moderne du couple. Donc, nous devons ensemble améliorer cela en tenant compte du fait que désormais, l'homme et la femme sont sur un pied d'égalité, tel que le dit notre loi fondamentale, la Constitution, nos lois nationales, et puis évidemment les conventions internationales que la Côte d'Ivoire a librement ratifiées. Également ex-ministre, ex-parlementaire, aujourd'hui chef de parti politique,
Daniel Boni-Claveri monte au créneau. Pour elle, c'est une pratique dépassée. On ne peut pas, en même temps que l'on promeut la femme, l'égalité en droit, on ne peut pas de la même manière rétrograder et maintenant mettre en place un système inégalitaire, parce que la polygamie est un système inégalitaire. À l'Église catholique, nous dit le père Seka, la polygamie ne peut avoir droit de cité. Le mariage chrétien catholique est monogamique. Un homme et une femme. Et la Bible dit, homme, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme et tous deux, vous ne ferez plus qu'un. Couple en situation de polygamie ou de monogamie en Côte d'Ivoire, les deux cas existent, avec des opinions parfois tranchées d'un camp à l'autre. Tu ne vas pas dire à madame, je vais en mission, pendant qu'elle était couchée quelque part à Yopougon, tu finis, tu vas au marché au boulot, aller faire achat pour lui qu'elle était quittée en mission, pendant que tu étais avec la TISA. Donc il faut valider les TISA, il faut les valider pour que ça soit légal. Cette loi-là, ça vous fait plaisir à qui? Aux TISA, aux hommes ou aux épouses? Mais ces TISA qui sont dehors, elles cherchent à rentrer. Mais écoutez, les TISA, moi je vais vous dire une chose. Nous savons que vous existez. Mais nous faisons comme si nous ne sommes pas au courant. Mais restez dans votre coin, ne venez pas nous chercher. Le dossier sera étudié selon la procédure. Si le projet de loi sur la polygamie optionnelle répond à toutes les règles de conformité en la matière, le débat s'ouvrira à l'hémicycle. Aujourd'hui, dans certains pays comme le Gabon, le Mali, le Sénégal, le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Congo ou encore le Kenya, la polygamie optionnelle est légalisée. La Côte d'Ivoire les rejoindra-t-elle? L'avenir nous le dira. C'est un document signé Serge Pacom Didi, commenté pour vous par Serge Coléa du service Société RTI 1. Reportage à revoir sur toutes nos plateformes digitales. Allons-y à la page Covid, la page coronavirus de notre journal. Le coronavirus a encore touché 44 personnes hier. De nouvelles contaminations qui portent le nombre total de cas à 84 889. Les autorités sanitaires ont également enregistré un mort de Covid. On est donc aujourd'hui à 809 décès depuis le début de la pandémie. 319 cas sont actuellement actifs. Les recommandations sont les suivantes. Même vaccinés, continuez à respecter les gestes barrières. La lutte contre le coronavirus continue donc et un autre front s'est déclenché depuis quelque temps. Une autre épidémie qui secoue la planète avec des milliers de cas déjà recensés, notamment en Afrique. C'est la variole du singe. Comment se manifeste la maladie? Quels en sont les symptômes? Comment peut-on l'éviter? Les autorités sanitaires répondent à ces questions. C'était lors de la tribune hebdomadaire Tout savoir du CICG. Éléments de réponse recueillis par Khalil Diomandé et Godefroy Okambawa et que vous pourrez suivre dans nos prochains journaux. À Tunis, une coalition d'organisations de la société civile a tenté vendredi soir de manifester contre le référendum sur une nouvelle constitution prévue lundi, appelant au boycott du scrutin. Une protestation qui a immédiatement été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène. Les Tunisiens sont appelés à voter par référendum lundi sur une constitution proposée par Kaïs Saïed, où le président, arrivé au pouvoir après un coup d'État il y a un an, jouira de vastes prérogatives sans devoir rendre de compte. À l'approche du référendum, de nombreux partis politiques ont également appelé au boycott du scrutin. L'ex-conseiller de Donald Trump a été reconnu hier vendredi, coupable d'entrave aux prérogatives d'enquête du Congrès par le jury d'un tribunal fédéral après avoir refusé de coopérer avec la commission sur l'assaut du Capitole. L'homme de 68 ans, figure du populisme de droite aux États-Unis et directeur de la campagne à succès de Donald Trump en 2016, connaîtra sa peine en octobre. Le jury d'un tribunal fédéral de Washington a délibéré pendant moins de 3 heures vendredi pour conclure à sa culpabilité sur les 2 chefs d'inculpation qui pesaient contre lui. Il encourt entre 1 mois et 1 an de prison pour chacun de ses chefs. Merci de nous avoir suivis. Je reviens demain chez vous à 13h.